L'été 1842 s'annonce particulièrement sec dans l'Aude. Les puits de Carcassonne commencent à montrer des signes d'épuisement et les habitants de la rue Trival s'inquiètent pour leur approvisionnement en eau. Le vieux puits communal, creusé au XIVe siècle selon les registres municipaux, n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. Mais cette année, l'eau devient saumâtre, presque imbuvable. Pierre Martel, puisatier de profession et homme respecté dans le quartier, reçoit la commande de la municipalité. Vider entièrement le puits pour en nettoyer les parois et retrouver une eau potable. L'opération n'est pas inhabituelle en soi, mais ce puits-là mesure près de 40 mètres de profondeur. Un travail colossal qui nécessitera plusieurs semaines. Martel commence par installer son système de poulies et de cordes. 3 ouvriers l'accompagnent dans cette entreprise, son fils Jacques, âgé de 22 ans, Henri Bouchard, un homme solide de 35 ans, et le jeune Antoine Mercier, 18 ans à peine. L'équipe se met au travail dès l'aube du 15 juillet. Les premiers jours se déroulent normalement. L'eau remonte seau après seau, révélant progressivement les parois de pierre calcaire. La vase s'accumule au fond, dégageant une odeur nauséabonde qui explique sans doute la détérioration du goût de l'eau. Martel descend régulièrement inspecter l'avancement des travaux, guidant ses hommes depuis la surface. Le 4e jour, alors que le niveau d'eau a considérablement baissé, Jacques fait une première découverte troublante. En vidant un seau particulièrement lourd, il remarque des fragments qui ne ressemblent ni à de la terre ni à des cailloux. L'objet, de couleur jaunâtre, présente une texture cireuse au toucher. Pierre Martel descend immédiatement examiner la trouvaille. « Père, regardez ça », dit Jacques en tendant le fragment à son père. On dirait de la cire, mais ancienne, très ancienne. Pierre retourne l'objet entre ses mains. Sa longue expérience de puisacier lui a appris à reconnaître tous les matériaux susceptibles de tomber dans un puits, objets perdus, détritus, animaux morts. Mais cette substance ne ressemble à rien de connu. Elle dégage une odeur particulière, ni désagréable ni agréable, mais étrangement entêtante. Continue le vidage, ordonne-t-il à son équipe. Mais désormais, examinez chaque seau attentivement. Mettez de côté tout ce qui vous paraît inhabituel. Les heures qui suivent confirment les soupçons du puisatier. Fragment après fragment, les ouvriers remontent des morceaux de cette mystérieuse substance cireuse. Certains portent des marques, des gravures, des traces qui suggèrent qu'ils faisaient partie d'objets façonnés. Antoine, le plus jeune de l'équipe, découvre même ce qui ressemble à un petit visage déformé, aux traits à peine esquissés. « Monsieur Martel », appelle Henri depuis le fond du puits, « vous devriez descendre voir ça. Je crois qu'on a trouvé quelque chose de gros. » Pierre se fait descendre avec précaution. Au fond du puits, partiellement enfoncé dans la vase, il distingue une forme oblongue, de la taille d'un enfant. La chose est entièrement recouverte de cette même cire jaunâtre, mais sa forme ne trompe pas, c'est une silhouette humaine. « Remontez-moi ça avec précaution », ordonne-t-il à ses hommes, « et que personne ne touche à quoi que ce soit d'autre avant que j'aie examiné le fond. » La remontée de l'objet prend plus d'1 heure. Il faut le sangler délicatement, éviter qu'il ne se brise contre les parois du puits. Quand il arrive enfin à la surface, Pierre Martel comprend qu'il vient de faire une découverte extraordinaire. Ce qu'il a sous les yeux dépasse tout ce qu'il a pu voir en 30 années de métier. L'objet mesure environ 1 mètre de hauteur. Il représente sans conteste une forme humaine, mais stylisée, presque primitive dans son exécution. La cire, durcie par les années, a pris une teinte ocre. Des détails anatomiques sont visibles, les membres, le torse, une tête aux traits grossiers mais reconnaissables. Mais ce qui frappe le plus Pierre, c'est le poids de l'objet. Bien trop lourd pour être constitué uniquement de cire. « Père », murmure Jacques, « qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Pierre ne répond pas immédiatement. Il fait le tour de la poupée, car c'est bien ce que cela semble être, l'examinant sous tous les angles. Des fissures apparaissent par endroits dans la cire, laissant entrevoir une autre matière à l'intérieur. Une matière blanchâtre, au reflet nacré. « Henri, apporte-moi ton couteau », demande-t-il. Avec précaution, Pierre gratte l'une des fissures. Des copeaux de cire tombent, révélant progressivement ce qui se cache dessous. Ce qu'il découvre lui glace le sang. Un morceau d'os humain, parfaitement conservé. Bon Dieu,
souffle Henri en se signant. Pierre recule d'un pas, le couteau tremblant dans sa main. Ses 43 années d'existence ne l'ont pas préparé à une telle découverte. Un os humain enfermé dans une poupée de cire au fond d'un puits du quartier Trival. L'affaire dépasse largement ses compétences. Jacques, va chercher le commissaire Durand immédiatement. Antoine, cours prévenir le curé Bernabé. Henri, tu restes avec moi pour surveiller le puits, et que personne d'autre ne s'approche d'ici. En attendant l'arrivée des autorités, Pierre ne peut s'empêcher d'examiner plus attentivement la poupée. Malgré sa fabrication rudimentaire, elle révèle un savoir-faire certain. Quelqu'un a pris le temps de modeler cette forme humaine, d'y inclure des ossements, puis de la recouvrir entièrement de cire. Un travail minutieux qui a demandé des heures, peut-être des jours. Mais pourquoi? Et surtout, combien y en a-t-il d'autres au fond de ce puits? Le commissaire Durand arrive une demi-heure plus tard, accompagné du brigadier Morel et du curé Bernabé. C'est un homme méthodique, habitué aux affaires criminelles, mais visiblement perturbé par ce qu'il découvre. « Martel, dit-il après avoir examiné la poupée, combien pensez-vous qu'il y en ait d'autres? Impossible à dire, monsieur le commissaire, mais vu la quantité de fragments qu'on a remontés, je dirais qu'on n'a pas fini nos surprises. » Le curé Bernabé, homme de 60 ans aux cheveux blancs, observe la scène en silence. Son visage exprime un mélange de fascination et d'inquiétude. Quand le commissaire lui demande son avis, il secoue lentement la tête. « Monsieur Durand, ce que nous avons ici relève soit de pratiques païennes, très anciennes, soit de sorcellerie. Dans les deux cas, ces objets ne devraient-ils pas se trouver au fond d'un puits chrétien? Père Bernabé, gardons-nous de conclusions hâtives. Continuons d'abord les recherches. Martel, je réquisitionne vos services. Cette opération de vidage devient officielle. Vous et vos hommes travaillerez désormais sous ma supervision. » Les jours suivants transforment le paisible quartier Trival en théâtre d'une enquête sans précédent. Le commissaire Durand fait installer un périmètre de sécurité autour du puits, mais la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Carcassonne. Des curieux viennent de toute la ville observer les opérations. Pierre Martel et son équipe reprennent le vidage avec une méthode différente. Chaque seau est désormais minutieusement examiné avant d'être vidé. Un registre tient compte de chaque fragment découvert. Le brigadier Morel note scrupuleusement tout ce qui remonte du puits. La deuxième poupée apparaît le lendemain matin. Plus petite que la première, elle mesure à peine 60 cm, mais présente les mêmes caractéristiques. Forme humaine, modelée dans la cire, ossements dissimulés à l'intérieur. Henri Bouchard, qui effectue la remontée, remarque que cette poupée semble représenter une femme avec des formes plus marquées au niveau de la poitrine et des hanches. « Commissaire, » appelle Pierre depuis le fond du puits. « Il y en a d'autres ici, beaucoup d'autres. » Durand se fait descendre pour constater par lui-même. Ce qu'il découvre dépasse ses craintes les plus sombres. Dans la vase qui tapisse le fond du puits, des dizaines de formes émergent progressivement. Certaines sont presque intactes, d'autres brisées en plusieurs morceaux, mais toutes présentent cette même facture, des poupées de cire contenant des ossements humains. « Mon Dieu !» murmure-t-il. « Combien sont-ils » Le travail d'extraction prend 3 jours complets. Une à une, les poupées remontent à la surface, révélant un spectacle de plus en plus troublant. Certaines représentent visiblement des hommes, d'autres des femmes, quelques-unes semblent figurer des enfants. Toutes portent cette même expression figée, ces traits grossiers mais reconnaissables qui leur donnent un aspect dérangeant. Le docteur Vidal, médecin légiste appelé en renfort par le commissaire, examine chaque découverte avec une attention minutieuse. Ses conclusions sont formelles, les ossements contenus dans les poupées sont bien d'origine humaine. Plus troublant encore, ils appartiennent à des individus différents. Chaque poupée contient les restes d'une personne distincte. « Commissaire Durand, » explique le docteur, « nous avons ici les restes d'au moins 17 personnes différentes. Hommes, femmes, enfants. L'état de conservation des os suggère une ancienneté considérable. Ces ossements ont au moins 2 siècles, peut-être davantage. Le décompte final confirme les estimations du médecin légiste, 17 poupées de cire, de tailles diverses, contenant chacune les ossements d'un individu différent. L'inventaire révèle des détails troublants. Certaines poupées portent des marques gravées dans la cire, des symboles incompréhensibles, des lettres isolées, parfois ce qui ressemble à des dates.
Le curé Bernabé passe des heures à examiner ces inscriptions, tentant d'y déceler un sens. Ses connaissances en latin et en langues anciennes lui permettent de déchiffrer quelques fragments, mais l'ensemble reste mystérieux. Sur l'une des poupées, il parvient à lire ce qui pourrait être Anno Domini 1623. Sur une autre, les lettres ML sont clairement gravées. Ces objets ont été fabriqués au XVIIe siècle, annonce-t-il au commissaire. Peut-être même plus tôt. Les techniques utilisées, la qualité de la cire, tout indique une fabrication ancienne, mais le plus troublant reste à découvrir. En examinant attentivement les ossements, le docteur Vidal fait une observation qui bouleverse l'enquête. Plusieurs squelettes présentent des traces de violence, côtes brisées, crâne fracturé, marques sur les os longs, qui suggèrent des coups portés avec des objets contondants. Commissaire, ces gens n'ont pas connu une mort naturelle. Nous avons affaire à des victimes d'homicide, peut-être même d'assassinat rituel. Cette révélation transforme radicalement la nature de l'enquête. Ce qui semblait être une curiosité archéologique devient soudain une affaire criminelle d'ampleur exceptionnelle. 17 meurtres, commis il y a des siècles, mais dont les preuves viennent d'être mises au jour. Le commissaire Durand comprend qu'il doit élargir ses recherches. Ces poupées n'ont pas été jetées au hasard dans ce puits. Leur fabrication minutieuse, leur nombre, la présence d'ossements de victimes d'homicide, tout suggère un rituel organisé, peut-être répété sur plusieurs années. Brigadier Morel, je veux que vous épluchiez tous les registres municipaux entre 1600 et 1650. Recherchez toute mention de disparition, de mort suspecte, d'accusation de sorcellerie. Et contactez les archives diocésaines. Peut-être y trouverons-nous des traces de ces événements. L'enquête historique commence immédiatement. Morel, accompagné du secrétaire de mairie, entreprend de dépouiller méthodiquement les vieux registres conservés dans les caves de l'hôtel de ville. Le curé Bernabé fait de même avec les archives paroissiales, remontant jusqu'au premier registre de baptême et de sépulture. Pendant ce temps, les poupées sont soigneusement entreposées dans une salle de la mairie, sous surveillance constante. Leur aspect dérangeant impressionne tous ceux qui les approchent. Les traits figés dans la cire semblent observer les visiteurs, créant un malaise profond chez quiconque s'attarde dans la pièce. Le docteur Vidal poursuit son travail d'analyse. En étudiant plus précisément les ossements, il parvient à déterminer l'âge approximatif des victimes au moment de leur mort. Les résultats sont édifiants. 3 enfants entre 8 et 12 ans, 6 femmes entre 20 et 40 ans, 8 hommes entre 25 et 50 ans. Ces chiffres suggèrent une sélection délibérée, explique-t-il au commissaire. Nous n'avons ici ni vieillards, ni nourrissons. Quelqu'un a choisi ses victimes selon des critères précis. Mais qui? Et pourquoi ces poupées ont-elles été cachées au fond d'un puits? La réponse commence à se dessiner quand le brigadier Morel fait sa première découverte significative dans les archives municipales. Le 25 juillet 1842, soit 10 jours après le début des fouilles, le brigadier Morel découvre dans les archives municipales un document qui éclaire d'un jour nouveau l'enquête. Il s'agit d'un procès-verbal daté de 1629, rédigé par le prévôt Jacques de Montcalm, prédécesseur du commissaire Durand 2 siècles plus tôt. Le document, rédigé en français ancien mais parfaitement lisible, relate une série d'événements troublants survenus dans le quartier Trival entre 1623 et 1628. Morel apporte immédiatement sa découverte au commissaire, qui convoque le curé Bernabé pour l'aider à déchiffrer les passages les plus obscurs. « Écoutez ceci !» lit Durand. « En l'année de grâce 1623, plusieurs habitants du quartier Trival ont fait rapport de disparitions inexpliquées. Marie Lafont, épouse de Pierre le boulanger, s'est évaporée de son logis sans laisser de traces. Jean Mercadier, marchand de grains, n'est jamais rentré d'un voyage à Toulouse. L'enfant Thomas Berenger a disparu en jouant près du puits communal. » Le commissaire relève la tête, frappé par cette dernière mention. Le puits communal de la rue Trival, celui-là même où ont été découvertes les poupées. Morel a relevé d'autres passages significatifs. Le procès-verbal mentionne une quinzaine de disparitions étalées sur 5 années, toutes dans le même quartier, toutes restées inexpliquées. Mais le document révèle aussi l'existence d'un suspect. Maître Jérôme Calveirac, chirurgien et barbier établi rue de la Gaffe, a été interrogé à plusieurs reprises concernant ces disparitions. Plusieurs témoins l'ont vu en compagnie des disparus peu avant leur évaporation.
Calveyrac a nié toute implication, invoquant ses activités professionnelles pour justifier ses contacts avec ces personnes. Le nom de Jérôme Calveyrac revient à plusieurs reprises dans les documents d'archives. Le curé Bernabé retrouve sa trace dans les registres paroissiaux. Né en 1594, fils de bourgeois, il s'était établi chirurgien à Carcassonne vers 1620. Marié à Catherine Delord en 1622, père de 2 enfants morts en bas âge. Regardez cette annotation, signale Bernabé en pointant une ligne dans le registre. Jérôme Calveyrac et sa femme ont quitté Carcassonne précipitamment en octobre 1628, abandonnant leur maison et leurs biens. Le curé de l'époque a noté « partis dans la nuit comme des malfaiteurs ». Cette fuite coïncide exactement avec la fin des disparitions mentionnées dans le procès-verbal. Durand commence à entrevoir les contours d'une affaire criminelle d'une ampleur inouïe. Un chirurgien qui fait disparaître ses patients transforme leurs ossements en poupées rituelles et les cache au fond d'un puits. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme respectable, exerçant une profession honorable, à commettre de tels actes? La réponse commence à apparaître quand Morel découvre un autre document, cette fois dans les archives du tribunal ecclésiastique. Il s'agit d'une dénonciation pour sorcellerie, déposée en 1627 contre Jérôme Calveyrac par plusieurs habitants de Carcassonne. L'accusé serait vu pratiquant des cérémonies païennes dans sa demeure. Lit le brigadier. Des témoins rapportent avoir entendu des chants étranges, vu des lumières inhabituelles, senti des odeurs de cire et d'encens mêlés. La femme Agnès Tournier affirme avoir aperçu par une fenêtre Calveyrac manipulant des objets de forme humaine. Cette dénonciation n'avait jamais abouti à un procès, faute de preuves suffisantes. Mais elle confirme les soupçons qui commencent à se dessiner. Jérôme Calveyrac pratiquait bien des activités occultes dans sa maison de la rue de la Gaffe. Le docteur Vidal, mis au courant de ces découvertes, apporte un éclairage scientifique aux révélations historiques. Ses analyses des poupées révèlent des détails troublants sur leur fabrication. La cire utilisée n'est pas ordinaire, explique-t-il. Elle a été mélangée avec d'autres substances, des résines, des huiles, peut-être des poudres métalliques. Cette composition particulière explique son exceptionnelle conservation après 2 siècles passés dans l'humidité. Plus troublant encore, le médecin légiste découvre des traces de sang humain dans la cire de plusieurs poupées. Mélangé à la substance lors de la fabrication, ce sang a été conservé par les propriétés particulières du mélange utilisé. Nous avons affaire à quelqu'un qui possédait des connaissances approfondies en alchimie et en embaumement, conclut Vidal. Ces poupées n'ont pas été fabriquées par un simple criminel, mais par un homme de science qui maîtrisait des techniques sophistiquées. Cette expertise technique correspond parfaitement au profil de Jérôme Calveyrac. En tant que chirurgien, il possédait les connaissances anatomiques nécessaires pour dépecer des corps humains. Sa formation universitaire lui donnait accès aux traités d'alchimie et de médecine de l'époque. Sa profession lui fournissait la couverture parfaite pour attirer ses victimes. Mais les archives révèlent un aspect encore plus troublant de la personnalité du chirurgien. Dans une lettre retrouvée par le curé Bernabé, un confrère de Calveyrac évoque ses « recherches sur la nature de l'âme humaine » et les moyens de la capturer après la mort du corps. Cette mention éclaire d'un jour nouveau la découverte du puits Trival. Les poupées ne seraient pas de simples objets rituels, mais des tentatives de préservation des âmes des victimes. Calveyrac aurait cru pouvoir emprisonner l'essence spirituelle de ses victimes dans ses effigies de cire et d'ossements. Les révélations s'enchaînent quand l'enquête s'oriente vers l'ancienne demeure de Jérôme Calveyrac. La maison de la rue de la Gaffe, abandonnée depuis 1628, a changé plusieurs fois de propriétaire au fil des décennies. En 1842, elle appartient à la veuve Marguerite Roussel, qui l'utilise comme entrepôt pour son commerce de grains. Le commissaire Durand obtient l'autorisation de fouiller les lieux. Accompagné du brigadier Morel, du docteur Vidal et de Pierre Martel, dont l'expérience technique peut s'avérer précieuse, il pénètre dans ce qui fut jadis l'atelier du mystérieux chirurgien. La maison, construite au XVIe siècle, présente une architecture typique des demeures bourgeoises de l'époque. 3 étages, des murs épais, de petites fenêtres qui laissent filtrer une lumière parcimonieuse. Mais c'est au sous-sol que l'équipe fait ses découvertes les plus troublantes. « Regardez ça !» appelle Pierre Martel en examinant le sol de la cave.
Cette partie du dallage a été refaite. Les pierres ne sont pas de la même époque que le reste. Un examen attentif révèle effectivement une zone rectangulaire où le pavage diffère du reste de la cave. Les pierres, plus récentes, ont été posées sans le savoir-faire habituel des maçons. Un travail d'amateur réalisé dans la hâte. « Il faut creuser », décide Durand. « Martel, pouvez-vous vous charger de ce travail ?» Pierre et son équipe reviennent le lendemain avec leurs outils. Le dallage récent se révèle moins solide que prévu. En quelques heures, ils mettent au jour une cavité artificielle, une cache aménagée sous le sol de la cave. Ce qu'ils découvrent dépasse leurs attentes les plus sombres. La cavité contient un véritable laboratoire alchimique. Alambic, cornu, creuset, balance de précision, mais aussi des instruments plus inquiétants. Scalpel, scie, crochets métalliques, tout un arsenal chirurgical adapté au dépeçage de corps humains. Le docteur Vidal examine minutieusement chaque instrument. Malgré les 2 siècles écoulés, certains portent encore des traces brunes qui ne trompent pas, des traces de sang, conservées par la sécheresse de la cache. Calveyrac a opéré ici pendant des années, conclut le médecin légiste. Ces instruments ont servi de nombreuses fois. Regardez l'usure des lames, l'émoussement des tranchants. Cet homme a disséqué des dizaines de corps dans cette cave. Mais la découverte la plus troublante reste à faire. Au fond de la cavité, soigneusement emballée dans des toiles cirées, Pierre Martel met au jour une série de manuscrits. Des cahiers écrits de la main de Jérôme Calveyrac, qui constituent un véritable journal de ses expériences. Le commissaire Durand s'empare immédiatement de ces documents. Rédigés en français de l'époque, ils nécessitent l'aide du curé Bernabé pour être parfaitement déchiffrés. Ce que révèlent ces pages dépasse en horreur tout ce que l'enquête a révélé jusqu'alors. 1er jour de février 1623. Lit Bernabé d'une voix tremblante. Marie Lafont s'est présentée à mon officine pour une saignée. Femme robuste de 28 ans, mère de 3 enfants. J'ai profité de l'opération pour administrer une dose d'opium. Une fois endormie, j'ai procédé à l'extraction de l'âme selon la méthode décrite par Paracels. Le curé s'interrompt, visiblement troublé par ce qu'il lit. Durand l'encourage à continuer, malgré l'horreur du contenu. L'opération a duré 6 heures. J'ai d'abord prélevé le cœur, siège des passions, puis le cerveau, siège de la raison. Les autres organes ont été extraits selon l'ordre prescrit par les anciens maîtres. L'âme de Marie Lafont s'est échappée au moment de l'extraction du foie. Je l'ai vue distinctement, sous la forme d'une vapeur blanchâtre qui s'élevait vers le plafond. Les manuscrits de Calveyrac révèlent une méthode systématique. Chaque victime était attirée dans son officine sous un prétexte médical plausible. Une fois endormie, elle subissait une vivisection minutieuse, accompagnée de rituels destinés à capturer son âme. Les ossements étaient ensuite nettoyés, préparés, puis incorporés dans des poupées de cire fabriquées selon des formules alchimiques précises. 13e jour de mai 1624. Poursuit Bernabé. L'enfant Thomas Berenger, âgé de 10 ans, s'est présenté suite à une blessure au genou. Excellent sujet pour mes recherches sur l'âme enfantine. L'opération s'est révélée particulièrement délicate, l'âme des enfants étant plus volatile que celle des adultes. J'ai réussi à la stabiliser en mélangeant du sang de la victime à la cire de l'effigie. Page après page, le journal détaille 17 meurtres rituels commis entre 1623 et 1628. Chaque victime est décrite avec précision. Son âge, sa profession, les circonstances qui l'ont amené chez Calveyrac, la méthode utilisée pour son assassinat, les observations sur la capture de son âme. Le chirurgien se considérait comme un pionnier de la science spirituelle. Influencé par les écrits de Paracels et d'autres alchimistes, il était convaincu que l'âme humaine pouvait être extraite du corps au moment de la mort et préservée dans un réceptacle adéquat. Ces poupées de cire n'étaient pas de simples fétiches, mais des prisons destinées à retenir l'essence spirituelle de ses victimes. Dernier jour de septembre 1628, conclut le curé. Les soupçons se multiplient. Plusieurs bourgeois ont porté des accusations contre moi. Il me faut fuir cette ville avant que l'Inquisition ne s'empare de mes recherches. J'emporte mes manuscrits les plus précieux, mais je confie à ce puits sacré les fruits de 5 années d'expérience. Puissent ces âmes captives témoigner un jour de la grandeur de mes découvertes.
Cette dernière entrée explique enfin pourquoi les poupées se trouvaient au fond du puits Trival. Calveyrac les y avait cachées avant sa fuite, espérant sans doute revenir un jour les récupérer. Le puits, considéré comme sacré selon ses propres termes, devait servir de sanctuaire temporaire à ces créations maudites. Les manuscrits de Calveyrac révèlent aussi les détails de sa fuite de Carcassonne en octobre 1628. Conscient que les accusations de sorcellerie risquaient de le mener au bûcher, le chirurgien avait préparé minutieusement son départ. Sa femme Catherine, selon ses propres écrits, ignorait tout de ses activités criminelles. « Catherine croit que je fuis les créanciers », note-t-il dans une entrée datée du 15 octobre 1628. Elle ne soupçonne rien de mes véritables recherches. Mieux vaut qu'elle conserve cette innocence, cela nous protégera tous les deux si nous sommes rattrapés. Le couple avait quitté Carcassonne de nuit, emportant uniquement leurs biens les plus précieux. Calveyrac avait vendu discrètement plusieurs objets de valeur dans les semaines précédentes, constituant un pécule suffisant pour s'établir ailleurs. Leur destination, Perpignan, où le chirurgien comptait reprendre ses activités sous une nouvelle identité. Le brigadier Morel entreprend des recherches dans les archives de Perpignan pour retrouver la trace du fugitif. Ces investigations révèlent qu'un certain maître Jérôme Calveyrac, l'orthographe légèrement modifiée, s'était effectivement installé dans cette ville en novembre 1628. Les registres perpignanais confirment que Calveyrac avait repris ses activités de chirurgien, s'établissant rue des Quarts d'Heure. Mais sa tranquillité fut de courte durée. Dès 1630, des rumeurs commencent à circuler sur ses pratiques douteuses. Plusieurs patients se plaignent de traitements inhabituels, de douleurs inexpliquées après ses interventions. Un document particulièrement troublant, retrouvé dans les archives du tribunal de Perpignan, relate l'interrogatoire d'une certaine Élisabeth Ferrer, servante chez Calveyrac. Datée de mars 1631, sa déposition révèle des détails glaçants sur les activités nocturnes de son maître. « Maître Calveyrac reçoit souvent des patients la nuit », déclare-t-elle. « Il les fait entrer par la porte de derrière, pour éviter les regards indiscrets. Plusieurs fois, j'ai entendu des cris venant de son laboratoire, des gémissements qui duraient des heures. Le matin, je ne revoyais jamais ses patients repartir. » La servante décrit aussi les étranges objets qu'elle était chargée de nettoyer. Des instruments de métal tachés de sang, des récipients contenant des liquides nauséabonds, des formes étranges, modelées dans une substance cireuse. Calveyrac lui interdisait formellement de poser des questions sur ses activités. Mais le témoignage le plus accablant d'Élisabeth Ferrer concerne une découverte faite dans la cave de la maison. En cherchant du charbon, elle était tombée sur une cache dissimulée sous des planches. À l'intérieur, elle avait trouvé des ossements humains soigneusement arrangés et plusieurs petites statues de cire qui ressemblaient à des personnes mortes. Cette révélation confirme que Calveyrac avait repris ses activités criminelles à Perpignan. Loin de renoncer à ses recherches, il avait simplement changé de territoire de chasse. Combien de nouvelles victimes avait-il fait durant ces 3 années? La réponse arrive quand Morel découvre un rapport du prévôt de Perpignan daté de 1631. 8 personnes avaient disparu dans le quartier des Quarts d'Heure entre 1629 et 1631. Toutes avaient consulté le chirurgien Calveyrac peu avant leur disparition. Mais une fois encore, les preuves manquaient pour engager des poursuites. « Les témoignages restent de fragiles », notait le prévôt. « Une servante effrayée, des voisins soupçonneux, mais aucune preuve matérielle. Calveyrac jouit d'une réputation de compétence qui protège sa position. Plusieurs notables de la ville lui font confiance. Cette protection sociale permettait au chirurgien de poursuivre ses crimes en toute impunité. Sa maîtrise technique, ses connaissances médicales, son statut de bourgeois le mettaient à l'abri des accusations. Qui aurait cru qu'un homme respecté, diplômé des universités, puisse commettre de tels actes? Pourtant, en juillet 1631, un événement imprévu vient bouleverser la tranquillité de Calveyrac. Catherine, sa femme, tombe gravement malade. Une fièvre persistante la cloue au lit pendant plusieurs semaines. Malgré tous ses talents de chirurgien, Jérôme ne parvient pas à la guérir. Les manuscrits retrouvés dans la cave de Carcassonne contiennent des passages poignants sur cette période. Pour la première fois depuis le début de ses recherches, Calveyrac exprime des doutes,
des remords même. Catherine s'affaiblit chaque jour, écrit-il. Tous mes savoirs se révèlent impuissants face à cette maladie. Serait-ce un châtiment divin pour mes péchés? Les âmes que j'ai capturées se vengent-elles en s'attaquant à celle qui m'est la plus chère? Cette introspection révèle une facette inattendue de la personnalité du chirurgien. Derrière le monstre froid et calculateur se cache un homme capable d'amour, de peur, de culpabilité. La maladie de sa femme fissure sa carapace de certitude scientifique. Catherine Calvérac meurt le 12 août 1631, emportée par une fièvre que son mari n'a pu soigner. Sa mort marque un tournant dans le comportement de Jérôme. Selon les témoignages recueillis par les autorités perpignanaises, il sombre dans une profonde mélancolie, néglige ses patients, passe des journées entières enfermé dans son laboratoire. Depuis la mort de sa femme, Maître Calvérac n'est plus le même homme, rapporte un voisin. On l'entend parfois hurler dans sa maison, comme s'il se disputait avec des invisibles. Il parle seul, gesticule, semble en proie à des visions. Cette dégradation mentale inquiète les autorités locales. Le comportement erratique de Calvérac attire l'attention, compromet la discrétion nécessaire à ses activités criminelles. En septembre 1631, le prévôt de Perpignan ordonne une perquisition de sa demeure. La perquisition de septembre 1631 marque la fin de l'impunité de Jérôme Calvérac. Les hommes du prévôt découvrent dans sa cave un spectacle d'horreur qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. 8 corps en cours de dissection, des instruments de torture, des poupées de cire dans lesquelles sont incorporés des ossements humains fraîchement prélevés. Le rapport de perquisition, retrouvé par Morel dans les archives judiciaires, détaille minutieusement ces découvertes macabres. La cave de l'accusé ressemble davantage à un abattoir qu'à un laboratoire médical, écrit le greffier. Des corps démembrés gisent sur des tables de bois, baignant dans leur sang. L'odeur de mort et de putréfaction rend l'air irrespirable. Mais Calvérac avait disparu. Prévenu par un complice, peut-être sa servante Élisabeth Ferrer qui craignait d'être compromise, il avait fui Perpignan quelques heures avant l'arrivée des soldats. Cette fois, il n'emportait que le strict nécessaire, ses manuscrits les plus précieux et quelques pièces d'or cousues dans ses vêtements. Les autorités perpignanaises lancent immédiatement des recherches. Des cavaliers fouillent la campagne environnante, questionnent les aubergistes, surveillent les routes vers l'Espagne. Mais Calvérac semble s'être évaporé. Aucune trace de sa fuite ne peut être retrouvée. Ce mystère trouve sa solution dans une lettre découverte par le curé Bernabé dans les archives diocésaines de Carcassonne. Datée de novembre 1631, elle émane du père Augustin Molinier, moine de l'abbaye de Fontfroide, située à quelques lieues de Perpignan. « Mon révérend père, » écrit le moine à son supérieur, « un homme étrange s'est présenté à notre abbaye, réclamant le droit d'asile. Il prétend être poursuivi pour des accusations de sorcellerie, mais son comportement laisse soupçonner des crimes bien réels. Ses mains portent des traces de sang qu'aucun lavage ne parvient à effacer. Ses yeux reflètent une folie que je n'avais jamais vue chez un homme. » L'abbaye de Fontfroide, selon les coutumes de l'époque, accordait l'asile à quiconque le demandait, même aux criminels. Calvérac y trouve donc un refuge temporaire, mais son état mental continue de se dégrader. Le père Molinier décrit un homme en proie à des hallucinations constantes, parlant aux morts, se croyant poursuivi par les âmes de ses victimes. Il passe ses nuits à hurler dans sa cellule, rapporte le moine. Il affirme que les morts viennent le tourmenter, qu'ils réclament leur corps et leurs âmes. Parfois, nous le trouvons prostré dans un coin, suppliant des invisibles de lui accorder le pardon. Cette description contraste saisissant avec l'image du chirurgien froid et méthodique que révèlent ses manuscrits. La mort de Catherine, ajoutée au poids de ses crimes, a visiblement brisé sa raison. L'homme qui se croyait maître des âmes humaines découvre qu'il n'est qu'un mortel tourmenté par sa conscience. Calvérac ne reste que 3 mois à Fontfroide. En février 1632, il quitte l'abbaye sans prévenir, abandonnant même ses manuscrits dans sa cellule. Le père Molinier, inquiet des révélations que ces documents pourraient contenir, les fait brûler aussitôt. Cette destruction prive les historiens d'informations précieuses, mais elle témoigne aussi de l'horreur qu'inspiraient les écrits de Calvérac, même à des hommes d'Église habitués aux confessions les plus terribles. Où va le chirurgien après sa fuite de Fontfroide?
Les recherches du brigadier Morel révèlent quelques indices épars. Un homme correspondant à son signalement est aperçu à Narbonne en mars 1632, puis à Béziers en avril. Il semble errer sans but, fuyant tout contact humain, survivant de menus larcins. Sa trace se perd définitivement en mai 1632, près de Montpellier. Un paysan découvre au bord d'un chemin les vêtements et les papiers d'un voyageur, mais aucun corps. Soit Calvairac a été assassiné par des brigands, soit il a choisi de disparaître volontairement, adoptant une nouvelle identité. Le mystère de sa fin ajoute une dimension supplémentaire à cette affaire déjà extraordinaire. L'homme qui avait semé la terreur pendant près de 10 ans s'évapore dans la nature, emportant ses secrets dans la tombe. Mais ses crimes, eux, refont surface 2 siècles plus tard, quand Pierre Martel et son équipe vident le puits de la rue Trival. Les 17 poupées de cire témoignent silencieusement des atrocités commises par ce médecin devenu monstre. De retour à Carcassonne, le commissaire Durand fait le bilan de son enquête extraordinaire. En quelques semaines, les investigations ont reconstitué l'histoire complète de Jérôme Calvairac, depuis ses premiers crimes jusqu'à sa mystérieuse disparition. Les pièces du puzzle s'assemblent pour révéler l'un des serial killers les plus prolifiques de l'histoire française. Au total, les recherches ont permis d'identifier 25 victimes, 17 à Carcassonne entre 1623 et 1628, 8 à Perpignan entre 1629 et 1632, 1631. Toutes ont été tuées selon la même méthode rituelle, leurs ossements incorporés dans des poupées de cire destinées à emprisonner leurs âmes. Le docteur Vidal termine son expertise des 17 poupées découvertes dans le puits Trival. Ces conclusions confirment définitivement l'identité de leur créateur. La composition de la cire, les techniques d'incorporation des ossements, les traces de sang humain, tout correspond aux descriptions trouvées dans les manuscrits de Calvairac. Ces objets constituent un témoignage unique sur les pratiques criminelles de l'époque, explique le médecin légiste. Jamais nous n'avions eu l'occasion d'étudier des preuves aussi bien conservées d'activités de cette nature. Le curé Bernabé, qui a consacré des semaines à déchiffrer les archives, apporte un éclairage théologique sur les motivations du chirurgien. Selon lui, Calvairac était influencé par les théories alchimiques de Paracelse et d'autres savants de la Renaissance qui prétendaient pouvoir isoler et manipuler l'âme humaine. Ces hommes croyaient que l'âme était une substance matérielle, au même titre que les humeurs corporelles, explique le prêtre. Ils pensaient pouvoir l'extraire du corps au moment de la mort et la conserver dans des réceptacles appropriés. Calvairac a poussé ces théories jusqu'à leurs conséquences les plus monstrueuses. Cette dimension pseudo-scientifique distingue les crimes de Calvairac des simples meurtres crapuleux. Le chirurgien ne tuait pas par cupidité ou par vengeance, mais par conviction intellectuelle. Il se considérait comme un pionnier, un explorateur des territoires inconnus de l'âme humaine. Cette mentalité explique aussi la minutie de ses méthodes. Chaque meurtre était soigneusement planifié, chaque victime sélectionnée selon des critères précis. Les poupées étaient fabriquées avec un soin maniaque, selon des formules alchimiques complexes. Calvairac ne laissait rien au hasard dans ses expériences. Le commissaire Durand rédige un rapport détaillé de son enquête destiné au procureur général de Montpellier et au ministère de l'Intérieur. Ce document, qui fera sensation dans les milieux judiciaires, constitue la première étude scientifique d'un tueur en série de l'époque moderne. L'affaire Calvairac révèle l'existence, dès le XVIIe siècle, de criminels d'un type nouveau, conclut Durand. Ces individus ne tuent pas sous l'empire de la passion ou de l'intérêt, mais selon des motivations complexes mêlant science dévoyée et folie mystique. Ils représentent un danger d'autant plus grand qu'ils savent dissimuler leurs pulsions meurtrières derrière une façade de respectabilité sociale. Cette analyse préfigure les travaux de criminologie qui se développeront au XIXe siècle. Durand, sans le savoir, pose les bases de la compréhension moderne des tueurs en série, ces prédateurs qui fascineront les psychiatres et les policiers des générations suivantes. Mais que faire des 17 poupées découvertes dans le puits Trival? Leur sort divise les autorités. Certains préconisent leur destruction pure et simple, arguant qu'elles représentent des objets de sorcellerie incompatibles avec la morale chrétienne.
D'autres, plus pragmatiques, souhaitent les conserver comme pièces à conviction. Le curé Bernabé propose une solution de compromis. Après avoir été étudiées par les savants, les poupées seraient démontées et leurs ossements recevraient une sépulture chrétienne. Les âmes des victimes, libérées de leur prison de cire, pourraient enfin connaître le repos éternel. Cette proposition recueille l'assentiment général. Une cérémonie funéraire est organisée le 15 septembre 1842 dans le cimetière Saint-Michel de Carcassonne. Les ossements des 17 victimes de Calveyrac sont inhumés dans un caveau commun marqué d'une simple croix de pierre. Pierre Martel et son équipe assistent à cette cérémonie, émus de voir se terminer ainsi l'affaire qu'ils ont involontairement déclenchée. Le puisatier garde un souvenir indélébile de ces semaines extraordinaires, où son travail routinier l'a mené au cœur de l'un des mystères criminels les plus troublants de l'histoire. L'affaire des poupées de cire dépasse rapidement les frontières de Carcassonne. Les journaux parisiens s'emparent de l'histoire, publiant des récits sensationnels qui mélangent faits avérés et détails romancés. Le chirurgien de l'âme, comme la presse surnomme Calveyrac, devient une figure légendaire du crime français. Cette médiatisation attire l'attention des savants de l'époque. Le professeur Alexandre Bertrand, médecin aliéniste réputé, se déplace de Paris pour étudier les documents de l'enquête. Ses conclusions, publiées dans la Gazette médicale de France, constituent la première analyse psychiatrique d'un tueur en série. Le cas Calveyrac illustre parfaitement les dérèglements que peut produire l'intelligence humaine lorsqu'elle s'affranchit des limites morales. Écrit Bertrand. Cet homme possédait incontestablement des facultés intellectuelles supérieures, mais son génie s'est fourvoyé dans des voies de criminels par absence de guidance spirituelle. Cette interprétation, typique de l'époque, attribue les crimes de Calveyrac à un défaut d'éducation religieuse. Bertrand ne conçoit pas qu'un homme correctement formé dans la foi chrétienne puisse commettre de tels actes. Il voit dans le chirurgien un produit de la Renaissance, période où la redécouverte de l'Antiquité païenne avait ébranlé les certitudes chrétiennes. D'autres savants proposent des explications différentes. Le docteur François Leray, pionnier de la psychiatrie française, suggère que Calveyrac souffrait de ce qu'il appelle une monomanie intellectuelle, forme de folie caractérisée par l'obsession d'une idée fixe. Le malade conserve ses facultés de raisonnement dans tous les domaines, sauf celui où s'exerce sa monomanie, explique Leray. Calveyrac était probablement un excellent chirurgien dans ses activités légales, mais complètement délirant dès qu'il s'agissait de ses recherches sur l'âme humaine. Ces débats scientifiques contribuent au développement de la psychiatrie légale. L'affaire Calveyrac devient un cas d'école, étudié dans les facultés de médecine pour comprendre les mécanismes de la criminalité pathologique. Mais l'histoire a aussi des répercussions locales durables. La maison de la rue de la Gaffe, où Calveyrac avait installé son laboratoire macabre, acquiert une réputation sinistre. Aucun locataire ne veut s'y installer, malgré des loyers dérisoires. La veuve Roussel finit par la faire démolir en 1845, ne supportant plus les rumeurs qui entourent sa propriété. Le puits de la rue Trival connaît un sort similaire. Bien que nettoyé et remis en service, il inspire une méfiance tenace aux habitants du quartier. Beaucoup préfèrent aller puiser ailleurs, craignant que l'eau ne conserve des traces de son passé maudit. En 1850, la municipalité décide de le combler définitivement. Pierre Martel, devenu malgré lui une célébrité locale, tire profit de sa notoriété. Il ouvre une entreprise de travaux publics qui prospère grâce à sa réputation d'homme courageux et compétent. Mais il garde toujours un souvenir troublé de cette découverte qui a marqué sa vie. « J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir », confie-t-il des années plus tard à son petit-fils. Ces poupées de cire, avec leurs visages figés et leurs secrets terribles. Parfois, la nuit, je rêve encore qu'elles me regardent et qu'elles essaient de me parler. Jacques Martel, le fils du puisatier, choisit de quitter Carcassonne après l'affaire. L'expérience l'a profondément marqué et il ne supporte plus l'atmosphère de la ville. Il s'installe à Toulouse, où il devient négociant en vin, cachant soigneusement son passé pour échapper aux questions indiscrètes. Henri Bouchard et Antoine Mercier, les deux autres ouvriers présents lors de la découverte, réagissent différemment. Henri sombre dans l'alcoolisme, hanté par les images du puits et des poupées.
Il meurt prématurément en 1847, usé par la boisson et les cauchemars. Antoine, plus jeune et plus résistant, surmonte le traumatisme et devient contremaître dans une entreprise de construction. Le commissaire Durand voit sa carrière propulsée par le succès de son enquête. Nommé commissaire principal à Montpellier en 1843, il se spécialise dans les affaires criminelles complexes. Ses méthodes, inspirées de l'expérience Calveyrac, font école dans la police française. Il termine sa carrière comme directeur de la Sûreté de l'Hérault. Le curé Bernabé, quant à lui, trouve dans cette affaire une vocation d'historien. Il consacre ses dernières années à rédiger une chronique détaillée des événements, préservant ainsi pour la postérité les moindres détails de la découverte. Son manuscrit, conservé aux archives diocésaines, demeure la source la plus fiable sur l'affaire des poupées de cire. L'histoire de Jérôme Calveyrac et de ses 17 victimes s'achève sur une réflexion troublante. Comment un homme intelligent, éduqué, respecté de ses contemporains, a-t-il pu basculer dans une criminalité aussi monstrueuse? Cette question hante les esprits de l'époque et continue d'interroger les criminologues modernes. La réponse réside sans doute dans la personnalité complexe du chirurgien. Calveyrac incarnait les contradictions de son époque, partagées entre tradition chrétienne et curiosité scientifique. Formé dans les universités, il avait accès aux textes alchimiques et aux théories hermétiques qui fleurissaient à la Renaissance. Mais cette science balbutiante, dépourvue de cadre éthique solide, pouvait conduire aux pires dérives. Le cas Calveyrac illustre aussi les failles du système judiciaire d'Ancien Régime. Pendant des années, les autorités ont fermé les yeux sur les disparitions suspectes, protégées par le statut social du criminel. La médecine, discipline respectée mais mal contrôlée, offrait une couverture parfaite aux activités criminelles. Cette impunité n'était possible que dans une société où les classes populaires comptaient peu. Les victimes de Calveyrac, artisans, petits commerçants, enfants pauvres, n'intéressaient guère les autorités. Leur disparition était attribuée au hasard de l'existence. Maladie, accident, migration. Personne ne prenait la peine d'enquêter sérieusement. L'affaire révèle également les limites de la médecine du XVIIe siècle. Les connaissances anatomiques restaient rudimentaires, malgré les progrès de la Renaissance. Cette ignorance permettait à des charlatans comme Calveyrac de masquer leurs crimes derrière un vernis de compétences techniques. Mais le plus troublant reste la dimension spirituelle des crimes. Calveyrac ne tuait pas par plaisir sadique ou par intérêt matériel. Il était convaincu de servir la science et de percer les mystères de l'âme humaine. Cette conviction transformait ses meurtres en actes quasi religieux, ritualisés et minutieux. Cette mentalité explique la conservation exceptionnelle des preuves. Contrairement à un criminel ordinaire qui détruit les traces de ses forfaits, Calveyrac préservait soigneusement ses œuvres. Les poupées de cire n'étaient pas des trophées macabres, mais des objets d'étude destinés à ses recherches futures. Le destin final de Calveyrac demeure énigmatique. Sa disparition en 1632, près de Montpellier, laisse ouvertes toutes les hypothèses. A-t-il été assassiné par des brigands? S'est-il suicidé, rongé par les remords? A-t-il adopté une nouvelle identité pour poursuivre ses crimes ailleurs? Cette incertitude ajoute une dimension romanesque à une affaire déjà extraordinaire. Le monstre s'évapore dans la brume de l'histoire, laissant derrière lui ses victimes et ses secrets. Seules les poupées de cire, remontées du puits Trival 2 siècles plus tard, témoignent de ses forfaits. L'épilogue de cette histoire se déroule en 1842, quand les ossements des victimes reçoivent enfin une sépulture chrétienne. Cette cérémonie marque la fin d'un cauchemar qui avait traversé les siècles. Les âmes des morts, libérées de leur prison de cire, peuvent enfin connaître le repos. Mais l'histoire de Calveyrac continue de fasciner. Son cas est étudié dans les écoles de police, analysé par les psychiatres, romancé par les écrivains. Il incarne l'archétype du savant fou, de l'intellectuel dévoyé par ses obsessions. Cette fascination révèle sans doute une vérité troublante sur la nature humaine. En chacun de nous sommeille peut-être un Calveyrac, un explorateur prêt à franchir tous les tabous au nom de la connaissance. Seule l'éducation morale et la surveillance sociale nous préservent de basculer dans l'abîme. L'affaire des poupées de cire résonne ainsi comme un avertissement à travers les siècles. Elle nous rappelle que le génie et la folie, la science et le crime
peuvent cohabiter dans le même esprit. Elle nous invite à la vigilance face aux dérives de l'intelligence humaine quand elle s'affranchit de tout contrôle éthique. Aujourd'hui encore, dans nos laboratoires modernes et nos universités prestigieuses, des chercheurs explorent les frontières de la connaissance. Puisse l'exemple de Jérôme Calveyrac leur rappeler que certaines limites ne doivent jamais être franchies, quels que soient les prétextes scientifiques invoqués. Car au fond du puits Trival, dans l'obscurité et le silence, 17 âmes ont payé le prix des ambitions dévorantes d'un homme qui s'était pris pour Dieu. Leurs ossements, retrouvés 2 siècles plus tard, continuent de témoigner de cette vérité éternelle. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme.